J'avoue, je suis ému. Je suis touché, ému, tout chose. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on marche littéralement dans les pas d'un génie. Et pas n'importe quel génie. Le plus grand, l'unique, le maestro, Léonard de Vinci en personne. Bienvenue chez lui, au château du Clos Lucé. Et où, à la demande de François Ier, il va aménager un formidable laboratoire de création. Peinture, sculpture, prototype, machine futuriste, tout y passe. Léonard sait tout faire, mieux que les autres et avant tout le monde. Alors on s'incline, on respecte. Château, c'est parti. Et pour la bande originale, ce sera David Bowie et son Heroes. Suivez le guide. Oh, we can be heroes just for one day. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette demeure incroyable. Depuis le temps que nous faisons une émission sur les châteaux, je disais, mais quand est-ce qu'on va au château de Léonard? Quand est-ce qu'on va au château de Léonard? Et nous y sommes enfin. Vous y êtes. Et vous, votre famille est ici depuis 1855. 1855. Oui. Alors, on va beaucoup parler de Léonard, mais avant Léonard, ce château est né comment? Alors, ce château a été construit par un serviteur du roi, Étienne le Loup, qui est un ancien marmiton anobli. C'est pas vrai. Et qui a voulu faire construire une maison comparable à celle de son maître, qui habitait à l'époque à Tours, à Plessis-les-Tours, en briques et pierre. Et voilà que Étienne de Loup devient bailli d'Amboise, maître des forêts d'Amboise et de Montrichard. Et Louis XI a besoin de figures comme lui pour consolider son royaume devant les grands féodaux. On dit que Louis XI était très près du peuple et au fond, ça confirme cette histoire, quoi. Absolument. Puisque d'un marmiton, il va en faire un grand conseiller du roi. C'est dingue. C'était une très belle histoire. Donc, ce château est un lieu de plaisance avant tout. Alors, cet Étienne le Loup, en tant que maire d'Amboise, lève des impôts trop importants. Les habitants d'Amboise se plaignent et il est finalement démis de ses fonctions. Et Charles VIII rachète le domaine et le rattache à la couronne. Alors on est près du château d'Amboise, le lieu de pouvoir, et ce château devient une résidence de plaisance des rois de France. Ensuite, nous avons un roi qui s'appelle Louis XII et lui découvre les merveilles de l'art italien et il veut un certain Léonard de Vinci, mais il ne va pas y arriver à l'avoir, lui. Alors, effectivement, Louis XII, il a entendu parler de la peinture murale de la Seine et il tombe en extase et quand il la voit, il veut la ramener en France. Et le prieur du couvent de Sainte-Marie-des-Grâces a toutes les peines du monde à lui dire « Sire, écoutez, si vous faites ça, vous allez n'en ramener que des miettes. S'il vous plaît, laissez-la comme telle. » Et effectivement, ce sera son successeur, François Ier, qui le rencontre sans doute à Bologne lors de la signature du Concordat et lui offre de venir en France. Alors, Léonard de Vinci, il réfléchit parce qu'il travaille pour le frère du pape Julien de Médicis à Rome. Et ce Julien de Médicis vient à mourir. Et à ce moment-là, Léonard de Vinci n'a plus aucune alternative. Et il n'a plus de protecteur, il n'a plus de protecteur. Le pape trouve qu'il ne termine jamais ses œuvres. Il y a les deux étoiles montantes, Michel-Ange et Raphaël, qui raflent toutes les commandes. Et donc, Léonard de Vinci ne peut qu'accepter cette invitation royale. Faut se remettre dans le contexte, c'est génial quand même. Mais oui, il y a deux étoiles montantes, il y a les deux jeunes qui sont en train de tout bouffer. Et à l'époque, quand un peintre perdait son protecteur, il ne se retrouvait plus qu'avec des ennemis, on est d'accord. C'est ça. Et en fait, tous ces peintres ne vivaient que de commandes. Eh oui. Donc le commanditaire était très important. Bah, bien sûr. Et ce jeune roi de France qui lui fait cette offre imbattable, il ne peut que l'accepter. Et donc il amène ses trois chefs-d'œuvre, la Mona Lisa, la Sainte-Anne et le Saint-Jean-Baptiste. Ces trois chefs-d'œuvre, pourquoi sont-ils encore en sa possession? Il a racheté ces tableaux, il les a jamais donnés? Effectivement, il les a conservés par devers lui, car Léonard de Vinci est un perfectionniste. Et quand on sait que la Sainte-Anne, il a commencé à la peindre en 1500 et qu'en 1519, elle est ici dans son atelier au Clos Lucé. Et qu'il la travaille encore? Et qu'il la travaille encore.
Quand on sait que la Mona Lisa, qu'il a commencé en 1506, il l'a amenée au Clos Lucé. Et pour la travailler toujours? Pour la conserver auprès de lui, parce qu'il s'y attache. Et, Waouh, et c'est également génial, le cette Saint-Jean-Baptiste, il le termine ici au Clos Lucé. Vous êtes en train de me dire qu'il est presque tombé en amour avec sa propre création? Sans doute. Alors il y a une chose qu'on a peut-être omis, mon cher François. Il était peintre, il était architecte, il était sculpteur, il était musicien, il était philosophe, il était poète, il était savant. C'était aussi un grand organisateur de fêtes. Absolument. C'était aussi un grand fêtard d'une certaine manière. Et il offrait des fêtes somptueuses ici avec mieux que des feux d'artifice. Racontez-nous un peu de secondes, puisqu'on est dans ce parc. Il adorait la fête. D'abord, la fête du paradis qu'il a donnée ici au mois d'octobre 1518 sur le parvis, où il a reconstitué la nuit dans la nuit. Et il y avait là 300 candélabres à 2 branches, de telle sorte que la nuit fut chassée, nous dit-il. Oh là là. Donc c'était un peu le Georges Lucas du Quattrocento. Il était passé maître dans le maniement des effets spéciaux. Il y a une autre fête où il y a un lion automate qui se dirige auprès du jeune roi François Ier, qui lui tape de son sceptre sur la tête et de son poitrail sortent des fleurs de lys qui tombent aux pieds du roi. Symbole de la royauté, le lys. Mon cher François, j'ai trop envie d'aller dans son atelier. Vous m'emmenez? Oui, je veux bien. Oh, we could be heroes just for one day. Yeah, we could be heroes. Just for one François, on est dans le Saint des Saints ici, hein? Oui, nous sommes dans les ateliers de Léonard. C'est son ultime lieu de création. Ici, on a sa table à dessin. Et on s'est aperçu qu'il y avait une bonne centaine de dessins de Léonard qui étaient sur du papier français, ce qui a permis de dater un certain nombre de dessins, donc de projets. Par exemple, le projet fabuleux d'un palais royal à Romorantin, au centre de la France. Alors Léonard de Vinci, il a inspiré l'architecture et on lui prête une inspiration sur l'architecture de Chambord avec le plan centré en croix et puis l'escalier. Le double escalier. Double révolution. Alors c'est émouvant parce qu'ici on a voilà, ces instruments, le compas avec lequel il arrivait à rendre merveilleusement les circonvolutions d'une anémone de la nature. C'est fou. Et puis cette technique du sfumato, hein, c'est-à-dire qui rend presque onirique un dessin comme une apparition. On dirait que c'est de la 3D, quoi. C'est fou. Alors là, nous avons l'atelier de peinture. Alors on peut s'imaginer ces élèves préparer les pigments. Puisque chaque peintre préparait lui-même ses couleurs. Alors il préparait ses couleurs. Et donc là, on voit une pierre qui nous vient du Haut-Afghanistan, à 3 jours de Kaboul, à plus de 2000 mètres d'altitude, et qu'une fois broyée, elle était utilisée comme pigment et qui a servi notamment pour peindre la robe de la Vierge dans la Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant. Incroyable. Et là, vous avez des instruments de musique, parce qu'on figure ici une estrade où généralement on mettait les modèles, et bien sûr, il fallait les distraire. On dit que la Joconde avait ce sourire ineffable, car on conviait des musiciens pour rendre la pose plus agréable et pour la détendre. J'aurais adoré être musicien pendant que la Joconde était en train de poser. Ça aurait été quelque chose. C'est quand même, je dirais, ici, ce vers quoi tendaient tous les savoirs de Léonard. L'anatomie, la philosophie, l'architecture, l'ingénierie et enfin la peinture et la sculpture. Tout ça, c'était pour que ces tableaux soient parfaits. C'était vers ça qu'il tendait. C'était son art absolu, c'était celui-ci. Oui, et Léonard de Vinci va, par rapport à ses contemporains, va apporter quelque chose de plus. Il utilise la perspective, il utilise le glacis. Et puis Léonard de Vinci aussi peint les sujets de 3/4. Donc ce qui est aussi un peu une révolution. François, c'est formidable. Alors, vous savez, chaque fois que je visite un château, j'aime bien voir une pièce secrète. Est-ce qu'il y aurait une pièce secrète ici? Oui, alors je vous propose
d'aller là où les visiteurs ne vont pas. Ah, ça c'est génial. C'est le souterrain. Le souterrain? Oui, Vous m'emmenez dans le souterrain? absolument. On y va, François. On y va. We can be heroes just for one day. And you can be me. Oh là là, François, on va où là? Eh bien là, on rentre dans ce souterrain secret. Waouh! C'est le souterrain de l'alchimiste? Absolument. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici, François? Alors, c'est un souterrain dont la tradition rapporte qu'il reliait autrefois le château royal d'Amboise au château du Clou, par lequel François Ier venait rendre visite à son ami Léonard de Vinci. Ah, comme ça lui permettait d'aller le voir sans escorte, en toute discrétion, d'une certaine manière? Absolument. Et donc, il venait le voir incognito pour travailler sur les grandes commissions royales que François Ier avait confiées à Léonard. Alors là, c'est ici que le tunnel, Alors, momentanément, est... alors, comme vous le voyez, là, le souterrain est effondré, Eh oui. mais cette sortie de souterrain se dirige vers le château royal. Et puis là, vous voyez une cheminée Ah oui, qui est en fait une prise d'air. mais oui. Il faut penser que ce souterrain, il a servi à la construction de l'édifice. À l'époque, on y mettait des chevaux de retour ou des vaches aveugles qui charroyaient des matériaux de construction et qui étaient remontés à la surface. Et les compagnons bâtisseurs construisaient avec les moellons le bâtiment. On prenait la pierre de tuffeau ici. À C'était l'origine, la fois la sur carrière. place. Incroyable. Et donc, en fait, ces souterrains servaient pour la fuite. C'est-à-dire, quand une forteresse était assiégée, si on ne voulait pas mourir par le fil de l'épée, il était temps de fuir. Et donc, on empruntait ces souterrains. Eh bien, écoutez, mon cher François, nous ne fuyons pas, mais par contre, vous m'avez donné envie de réviser mon Léonard, mais c'est une chose impossible. Revenez C'est nous impossible. voir. Je reviendrai vous voir avec beaucoup de plaisir. Vous m'aurez désormais sur vos listes. Merci. We can be heroes just for one day. For I Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser la grille du parc, à venir en famille ou entre amis, vous imprégner du génie de Léonard. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, explorez, observez et inventez. Qui sait, un chef-d'œuvre vous attend peut-être.